Tu ne parleras plus à personne, tu entends? À ton âge, tu n'as rien d'important à dire. C'est cette phrase, cette gifle sans main, qui a traversé la pièce ce matin-là. Une phrase lancée, avec une froideur qui ne laisse pas de traces visibles, seulement des fractures intérieures. Elle tenait mon téléphone entre ses doigts, ses ongles vernis plantés dans la coque comme des cerfs. Un geste sec, un regard dur, et puis ce claquement terrible. Clic. Elle venait de retirer la carte SIM, de l'éteindre, de le mettre dans son sac. Mon propre téléphone, ma seule manière de parler au monde, mes appels à ma sœur, mes messages à mon amie Jeanne, même mes rendez-vous médicaux. Tout cela, effacé d'un mouvement de poignet. Elle se tenait devant moi, l'air satisfait, comme si elle rangeait un outil dans une boîte. « Tu n'as pas besoin de ça, Madeleine. » Elle prononça mon nom comme on prononce celui d'une enfant capricieuse. « C'est pour ton bien. Tu te fatigues avec ces conversations inutiles. Je serai ton intermédiaire. Je filtrerai. » Filtrer. Le mot ricocha dans ma tête comme une pierre jetée dans un puits sec. Filtrer quoi? Filtrer qui? Filtrer moi? Je restais immobile dans mon fauteuil, le fauteuil même qu'elle avait déjà déplacé la semaine précédente, pour que ce soit plus pratique. Je sentais mes mains trembler légèrement, un tremblement que j'essayais de cacher comme une faiblesse honteuse. Elle se pencha vers moi, souriante, cette même expression douce et fausse que les gens utilisent pour calmer un enfant avant une piqûre. « Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux sans ces sollicitations. Je te protégerai. » Je la regardais. Je crois qu'à cet instant précis, je n'ai pas vu ma belle-fille. J'ai vu l'emprise. J'ai vu la mainmise. J'ai vu la machinerie douce, lente, méthodique de ceux qui veulent vider une personne de son monde pour la remplir du leur. J'ai vu ma prison se refermer. Elle referma son sac doucement, comme si elle venait d'enfermer un oiseau à l'intérieur. Puis elle lança. « Je repasserai demain. J'ai beaucoup de choses à mettre en ordre ici. » Mettre en ordre. Encore une expression qui sonnait comme un avertissement. La porte se referma. Le silence tomba. Et ce silence, il n'était pas apaisant. Il n'était pas neutre. C'était un silence coupé. Un silence imposé. Un silence qui me sépara du monde. Comme si on avait abaissé une vitre invisible entre moi et le reste de la vie. Je restais là, immobile, les yeux fixés sur l'endroit où mon téléphone avait disparu. Mon cœur battait trop vite. Mes pensées se bousculaient. Et surtout, pourquoi? Pourquoi me couper? Pourquoi m'empêcher de parler? Pourquoi vouloir me réduire au silence? Je posais mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Puis, quelque chose, un fil ténu. Un souffle infime se noua dans ma poitrine. Un déclic. Pas un cri. Pas une révolte. Pas une explosion. Non. Une ligne. Fine. Sèche. Droite. Une ligne que je n'avais pas tracée depuis longtemps. Celle où on se dit « ça suffit ». Je me redressai légèrement dans mon fauteuil. Je sentis mon dos protester. Vieux compagnon de mes années de travail. Je sentis ma gorge se serrer. Mais je retrouvais mon souffle. Mes yeux se posèrent sur l'horloge. Les aiguilles tournaient, témoin muet de ma captivité. Puis je murmurai pas pour elle, pas pour quelqu'un, mais pour moi-même. Ce téléphone n'est qu'un objet. Mais ce qu'elle veut couper, c'est ma voix. L'humiliation brûlait encore. La colère aussi, une colère froide, silencieuse, presque propre. Et, dans ce feu de honte et de détermination, je compris quelque chose que je n'aurais jamais dû oublier. On peut m'empêcher de parler. On ne peut pas m'empêcher de penser. Et là, à cet instant précis, je sus que quelque chose venait de naître. Ou plutôt, quelque chose venait de renaître. Quand j'étais jeune, personne n'aurait imaginé que je finirais un jour avec la peur d'un téléphone qu'on m'enlève. La femme que j'ai été, la femme que je suis encore, quelque part n'aurait jamais toléré cela. Et pourtant, la vieillesse a cette façon étrange de nous faire croire que céder, c'est plus simple. Je repensais à mon passé, en observant la fenêtre, comme si les souvenirs pouvaient s'y refléter. Ma vie n'a pas toujours été faite de silence forcé. Elle a même été pleine de voix, de rires, d'appels, de bruits de casseroles, de cris d'enfants, de chansons improvisées. Je suis née en 1949, dans une petite maison modeste, mais vivante, où l'on partageait la chaleur plus facilement que le beurre. À 20 ans, j'ai rencontré Antoine. Je me souviens encore de ce soir-là. Un bal populaire, des lampions suspendus, une musique qui grésillait, et lui,
qui me fixait comme si j'étais la seule personne dans toute la salle. Lorsque je suis montée sur scène avec les autres filles pour chanter La Mer, il n'a pas détourné le regard une seule fois. J'ai eu l'impression d'être une reine. Une reine de village, certes, mais une reine tout de même. Antoine n'avait rien de spectaculaire. Pas riche, pas brillant, mais solide, ancré, vrai. Quand il m'a demandé ma main, il tremblait tellement que la bague a glissé de mes doigts 2 fois. Nous nous sommes mariés un printemps. Le vent sentait le foin coupé. Les cerisiers étaient en fleurs, et j'avais cousu moi-même ma robe, avec un tissu acheté au marché. Nous n'avions rien. Mais nous avions tout. Nous avons bâti notre vie pierre après pierre. Lui travaillait au dock. Un travail dur, sans gloire, mais honnête. Moi, j'alternais entre petits boulots. Couture, boulangerie, ménage dans les hôtels en été. Nous n'étions pas riches, mais chaque centime que nous gagnions sentait la fierté. Puis Hugo est né. Je me souviens encore du moment où je l'ai tenu pour la première fois. Ses petits doigts autour des miens, son souffle chaud sur ma peau. La sensation que mon cœur s'élargissait devenait trop grand pour ma poitrine. C'est fou comme un nouveau-né peut faire de vous une forteresse. Je me suis juré ce jour-là qu'il ne manquerait jamais de rien. Jamais. Jamais. Nous avons tout donné pour lui. Tout ce que nous pouvions. Et même ce que nous ne pouvions pas. Les nuits de travail. Les heures supplémentaires. Les économies glissées dans une enveloppe pour plus tard. Les repas qu'on saute pour qu'il en ait un de plus. Le manteau neuf acheté pour lui pendant que je raccommodais le mien une énième fois. Chaque rire de mon fils me rendait riche. Chaque progrès était une victoire. Chaque bulletin, une fierté. Antoine aussi était fou de lui. Jamais il ne rentrait sans un petit cadeau, une bille, une petite voiture, un carnet, un bonbon. Même si l'argent manquait, il trouvait toujours quelque chose. On pourrait croire que ces vies simples sont fragiles. Mais non, elles sont solides, tissées d'habitudes, de gestes, de sacrifices réciproques. Elles ne se brisent pas facilement, mais elles s'érodent imperceptiblement. Le premier choc de ma vie fut la mort d'Antoine. Il avait 56 ans. Un arrêt du cœur, brutal, imprévisible, injuste. Ce jour-là, j'ai senti le sol s'ouvrir. J'ai senti ma voix se briser. J'ai senti le monde devenir plus froid, plus grand, trop grand. Hugo avait 10 à 9 ans. Il devint mon seul refuge, ma seule lumière. Et moi, je devins la sienne. Pendant longtemps, nous avons vécu ensemble, côte à côte, dans cette maison que nous avions bâtie avec nos mains. Puis il a grandi. Il est parti. C'était normal. C'était la vie. Il rencontra Claire. Belle, fine, bien coiffée, très polie au début, presque trop. Je l'aimais bien. Qui étais-je pour juger? Elle rendait mon fils heureux, et c'était tout ce qui comptait. Ils vécurent à une 30aine de kilomètres. Assez loin pour qu'ils aient leur vie. Assez près pour que je puisse garder un lien, et puis le temps a filé. Les années ont passé, je vieillissais. Et eux grandissaient dans un monde où la douceur devient souvent synonyme de faiblesse. Je ne m'en rendis pas compte au début. Les petites remarques, les sourires forcés, les conseils déguisés, les laisse-moi t'aider, qui chevaient en tu n'es plus capable, puis les visites plus fréquentes, les décisions prises sans moi, les objets déplacés, les papiers contrôlés. Et un jour, sans bruit, sans violence apparente, j'ai cessé d'être la mère. J'ai cessé d'être la femme. J'ai cessé d'être Madeleine. Je suis devenue une vieille dont on examine la boîte à médicaments, dont on critique la façon de ranger, dont on dit « tu devrais penser à », puis « tu ne devrais plus », puis « c'est mieux si on décide pour toi ». La voix intérieure qui disait « je suis encore capable » s'est mise à chuchoter, puis à murmurer, puis à se taire. Et quand Claire m'a retiré mon téléphone, ce petit rectangle banal mais vital, j'ai compris que ce n'était pas un objet qu'elle voulait retirer. C'était ma parole, mes liens, mon monde, mon autonomie. Elle voulait m'isoler, me couper, me réduire. Elle voulait me faire croire que je n'avais plus rien à dire et que personne n'écouterait, de toute façon. Mais elle avait oublié une chose essentielle. Les femmes de ma génération ont survécu à pire qu'un téléphone éteint. Nous avons survécu à la vie. Et je n'étais pas prête à m'éteindre parce qu'on coupait mon fil. Les premières fois, je n'ai pas compris. Ou plutôt, je n'ai pas voulu comprendre. On ne voit pas tout de suite qu'on nous éloigne des autres.
Cela commence par des détails, des petites choses qu'on excuse, qu'on justifie, qu'on relativise. Et un jour, on se réveille entouré de murs invisibles. Je me souviens d'un dimanche, je devais appeler ma sœur, Lucette. C'était notre rituel. Depuis des années, à 10 à 7 heures, le dimanche, nous parlions, pas longtemps. 20 minutes, parfois moins. Nous parlions de tout, de rien, du temps, des douleurs articulaires, de la soupe, des souvenirs, rien d'urgent. Mais c'était un fil qui me reliait à ma vie d'avant. Ce jour-là, je cherchais mon téléphone. Il n'était pas sur la table de la cuisine, ni dans le salon, ni dans ma chambre. Je fouillais les poches de mon gilet. Rien. Une angoisse disproportionnée monta en moi. Ridicule, dirait-on. Ce n'était qu'un téléphone, après tout. Mais non, c'était plus que ça. C'était ma voix, mes liens, mes rendez-vous, mes repères dans ce monde qui s'éloignait. Après 10 minutes de recherche, la sonnette retentit. C'était Claire. « Tu cherches quelque chose, Madeleine ?» demanda-t-elle en déposant des sacs de courses sur le plan de travail. Je me sentais idiote, comme prise en flagrant délit de faiblesse. Mon téléphone, je ne le trouve plus. Je devais appeler Lucette. Elle lâcha un petit rire. Un rire léger, mais qui sonnait faux. Toujours collé à ce truc, à ton âge, vous ne savez plus rester tranquille. Elle ouvrit le tiroir du buffet, en sortit mon téléphone, éteint. Tiens, tu l'avais encore laissé allumer toute la nuit. C'est mauvais pour toi, ces ondes. Je l'ai éteint. C'est pour ton bien. Pour mon bien, je pris l'appareil, les mains moites. L'horloge indiquait 10 à 7h10. Lucette devait déjà m'attendre devant son combiné fixe. Je rallumai l'appareil, mais Claire posa sa main sur la mienne. « Laisse, tu l'appelleras plus tard. Je dois te parler de ton renouvellement d'ordonnance. C'est important. » Elle prit une chaise, s'assit en face de moi, sortit un papier de son sac. Je restais figé, le téléphone dans la main. L'écran brillait, mais je n'osais plus composer le numéro. Quand elle se fut enfin tue, il était 10 à 7h40. Je n'avais plus envie d'appeler. Je me sentais bizarrement coupable d'avoir voulu parler à quelqu'un sans passer par elle. Le soir, j'ai trouvé un message sur mon répondeur fixe. « Madeleine, c'est Lucette. Tu n'as pas appelé aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Moi, tu sais, ça m'inquiète vite. Rappelle-moi quand tu peux. » Je suis restée longtemps devant le téléphone, sans décrocher, même pour la rappeler. Je me sentais vieille, soudain, vieille et lourde, comme si j'avais commis une faute. Petit à petit, les appels se sont espacés. Un autre dimanche, Claire m'avait dit « Lucette parle beaucoup, tu sais. À la longue, ça t'épuise. Tu n'es plus une gamine. Tu as besoin de calme. » Une autre fois, quand je lui avais demandé d'emprunter son téléphone pour appeler Jeanne, une voisine qui avait déménagé, elle avait souri. « Je le ferai pour toi, Madeleine. Donne-moi le numéro, je l'appellerai. C'est plus simple. Tu te mélanges parfois dans les chiffres. » C'était faux. Je n'avais jamais eu de problème avec les numéros. Mais sur le moment, je n'ai pas protesté. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Elle veut aider. Puis un jour, Jeanne m'a croisée au marché. « Tu sais, j'ai voulu t'appeler plusieurs fois, mais ton portable ne répond jamais. Et quand je demande à Claire, elle me dit que tu es fatiguée, que tu n'es pas en état de parler. Tu es malade ? » Je l'ai regardée, interdite. Fatiguée ? Pas en état de parler ? Je ne savais même pas qu'elle avait essayé de m'appeler. Je sentis mes joues chauffer de honte, comme si c'était moi qui mentais, comme si c'était moi qui manquais. Non, je ne savais pas. Mon téléphone, je n'ai pas su terminer ma phrase. Jeanne fronça les sourcils. Enfin, si tu as besoin, tu viens sonner chez moi, hein? Moi, je ne passe pas par Claire pour avoir de tes nouvelles. Sur le chemin du retour, je marchais plus lentement. Une sensation désagréable me traversa. On parlait de moi, sans moi, en mon nom, à ma place. Les humiliations ensuite devinrent plus visibles. Un jour, alors que j'étais en train de composer un numéro sur mon portable, celui que j'avais réussi à récupérer quelques jours plus tôt, Claire entra sans frapper. « Tu appelles qui ?» demanda-t-elle, comme une surveillante qui surprend une élève à bavarder. Je répondis, un peu sèchement, « Ma voisine Carole. » Je voulais lui demander si... Elle m'arracha presque le téléphone des mains. « Carole raconte tout à tout le monde. Tu sais très bien que ce que tu dis ne reste pas entre vous.
Et puis, tu risques de te tromper, de dire des choses à chaud. Après, on dit que tu perds la tête. Tu veux ça? Je restais bouche bée. Elle reprit, comme si tout cela était parfaitement normal. Tu n'as pas besoin d'appeler les gens tout le temps. Si quelque chose est vraiment important, ils m'appelleront. Moi, je filtrerai. Pour ton bien. Toujours cette phrase. Pour ton bien, 3 mots qui, sortis de sa bouche, étaient devenus les chaînes de ma captivité. Le plus cruel fut le jour où elle prononça ces mots devant Hugo. Nous étions à table. Elle avait préparé un repas, soi-disant pour me soulager. Je la remerciais, sincèrement. Je n'ai jamais été avare de gratitude. Je ne savais pas, alors, qu'elle comptait tout. Les gestes, les mots, les silences. Au milieu du dîner, j'eus ce réflexe banal. Je n'ai pas parlé à Lucette depuis longtemps. Il faut que je l'appelle demain. Claire posa sa fourchette, me regarda longuement, puis se tourna vers Hugo. Tu sais, chérie, ta mère devient un peu obsessionnelle avec le téléphone. Elle s'invente des conversations. Elle dit qu'elle doit appeler, mais finalement elle oublie. Ou alors elle raconte les mêmes choses 3 fois. C'est triste, vraiment. Elle ponctua sa phrase d'un soupir faussement triste. Hugo baissa les yeux vers son assiette. Il ne dit rien. Je sentis mon cœur se serrer. J'ouvris la bouche. Ce n'est pas vrai, Hugo. Claire se tourna vers moi, les yeux soudain humides. Je ne voulais pas le dire devant toi, Madeleine. Mais parfois, tu crois avoir appelé quelqu'un, alors que non. L'autre jour, tu m'as dit que Lucette t'avait parlé de ses douleurs au genou, alors qu'elle ne t'avait pas appelé depuis des semaines. Tu te mélanges. Ce n'est pas grave, mais il faut le voir. Je ne me souvenais pas de cette scène. Je ne savais même pas si elle était réelle ou inventée. Sur le moment, j'ai douté de moi-même. Cette confusion-là, c'était son arme. Un silence lourd s'installa. Je sentais les larmes monter, mais je refusais de pleurer devant eux. Hugo finit par dire, d'une voix basse, « Maman, si tu as besoin, tu peux laisser Claire gérer les appels. Elle te protège. » Et là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose a commencé à se fissurer. Ce n'était pas seulement qu'on me coupait du monde, c'était qu'on me décrivait au monde autrement que ce que j'étais. On me faisait passer pour confuse, pour fragile, pour dérangée. Et celui qui aurait dû me défendre laissait faire. Le soir, seul dans mon lit, j'ai repensé à tout cela. La voix de Lucette qui me manquait. Les rires avec Jeanne qu'on avait presque étouffés. Les conversations simples qui me maintenaient vivante. Et cette nouvelle image qu'on construisait de moi, celle d'une vieille femme, incapable de suivre une conversation sans se perdre, incapable de composer un numéro correctement, incapable de savoir quand elle avait vraiment parlé à quelqu'un. Une idée m'a traversée. Et si, un jour, on disait que j'avais inventé des choses, que j'avais menti, que j'étais paranoïaque, et si personne ne me croyait, j'ai senti mes mains se crisper sur le drap. Je n'avais plus seulement peur d'être seule. J'avais peur de disparaître avant même de mourir. Devenir une silhouette présente, mais dont la parole ne compte plus. Une bouche qui parle, et que personne n'écoute. Ou, pire, que d'autres traduisent à leur façon. Cette nuit-là, j'ai compris que le téléphone n'était qu'un symbole. En le coupant, elle m'avait montré ce qu'elle voulait vraiment couper. Mes lianes, mon influence, ma crédibilité. Et c'est à partir de ce moment-là que, sous la peur et la honte, une autre chose a commencé à naître. La résistance. Silencieuse, bien sûr, mais tenace, très tenace. La goutte d'eau n'est jamais un cri, ni un grand coup de tonnerre. Elle est une chose minuscule, presque banale, mais qui arrive au moment exact où notre âme n'a plus de place pour supporter quoi que ce soit de plus. Pour moi, cette goutte d'eau arriva par la poste. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe blanche. Pas le genre d'enveloppe qui apporte une facture ou une publicité. Non, c'était un courrier officiel. Papier épais, logo bleu du département, mention « Allocation senior », révision de dossier. J'ai senti une pointe d'inquiétude, mais rien d'alarmant. À mon âge, les démarches administratives se mélangent, se superposent. J'ai ouvert l'enveloppe dans la cuisine, là où la lumière du matin tombe en biais sur la table. Je me rappelle très précisément ce moment. Le bruit du papier que l'on déchire, l'odeur légère d'encre, le silence de la maison. Puis les mots,
Suite à votre demande de modification de représentant légal, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai relu. 2 fois, 3 fois. Représentant légal. Qui avait demandé un représentant légal? Pas moi. Mes yeux continuaient de lire malgré moi, comme si le texte avançait plus vite que ma pensée. Nous confirmons la désignation de Madame Claire D. en tant que personne référente pour vos démarches administratives, financières et médicales. Je me suis figée. Le sang a quitté mes joues. Ma main s'est crispée sur la table. Je n'avais jamais fait une telle demande. Jamais. Jamais. Je suis restée là, les yeux fixés sur les lignes suivantes. Tous les courriers, notifications et appels concernant votre situation seront désormais transférés à Madame Claire D. Transférés. À elle. À celle qui coupait mon téléphone. À celle qui filtrait mes appels. À celle qui disait que je me mélangeais. Une sensation étrange m'a traversée. Un vertige, un grondement, une brûlure dans la poitrine. J'ai pris la chaise à côté de moi. Je m'y suis laissé tomber. Le papier tremblait entre mes doigts. Puis j'ai vu la signature. Ou plutôt, la signature censée être la mienne. Une imitation maladroite. Trop ronde, trop jeune, trop sûre. Une signature que je n'avais jamais tracée. Mes mains se sont mises à trembler pour de bon. Claire avait signé à ma place. Claire avait fait une demande en mon nom. Claire avait voulu, officiellement, devenir ma voix. Et soudain, tout s'est aligné dans ma tête. Tout ce qu'elle voulait depuis le début, je filtrerai tes appels. Tu te mélanges dans les chiffres. Ce n'est pas grave d'oublier. Tu n'es plus en état de gérer tout ça. Elle ne coupait pas seulement mon téléphone. Elle coupait mon lien avec la réalité administrative. Mon autonomie, ma capacité à décider. Ma légitimité, elle voulait ça, exactement ça. Devenir la personne qui parle pour moi. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était une prise de pouvoir, une appropriation, une tentative d'effacement. Je sentais mon cœur battre trop vite, trop fort. Je posais la lettre, je me levais, je fis quelques pas dans la cuisine, comme une bête enfermée qui cherche une sortie. Puis j'ai murmuré. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un malentendu. C'est un vol. Je me suis appuyée sur le plan de travail pour ne pas tomber. Le sol semblait glisser sous mes pieds. Un vol silencieux, propre, légal en apparence. Mais un vol tout de même. Elle voulait décider pour moi. Me représenter. Penser à ma place. Fermer ma bouche. Éteindre mes liens. Effacer mon nom des documents. Me transformer en spectatrice de ma propre vie. Je sentis une larme couler. Pas une larme de tristesse. Pas une larme de faiblesse. Non. Une larme de colère. Une larme chaude. Une larme qui brûle. Une larme qu'on ne pleure qu'une fois dans sa vie. Celle où la dignité se réveille. Je pris une grande inspiration. Je m'essuyai les yeux et je me remis debout. Ce papier, cette lettre être la meilleure chose qui pouvait m'arriver, car il m'ouvrait enfin les yeux. Complètement. Définitivement. Sans retour. C'est souvent une signature falsifiée qui met fin à une illusion. Je me sentis soudain lucide, étrangement calme, comme si la peur venait de sortir de mon corps, remplacée par une lumière froide, précise, presque chirurgicale. C'était fini. Fini de douter. Fini de m'excuser. Fini de me taire par peur de perdre la paix. Je regardais la lettre une dernière fois et murmurais. Tu as joué la dernière carte, Claire. Tu ne le sais pas encore, mais c'est la tienne qui va tomber. Puis je me tournai vers le hall d'entrée. Je pris mon manteau. Je ramassai mon sac. Je vérifiai que j'avais mes papiers. Et je sortis. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais parler à quelqu'un sans demander la permission. Pour la première fois depuis des mois, j'étais maîtresse de mes pas. Je marchais vite, très vite, presque comme une femme plus jeune, portée par une force que je ne me connaissais plus. Je savais exactement où aller. Et c'est là, à cet instant précis, que commença ma reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir silencieuse, méthodique, légale, la seule qui puisse faire tomber quelqu'un qui construit sa domination sur le mensonge et la manipulation. La lettre, je l'ai glissée dans mon sac. Elle brûlait contre ma poitrine. Mais c'était une brûlure qui donne de la puissance, pas de la douleur. En refermant la porte derrière moi, j'ai murmuré « Claire, tu as coupé mon téléphone, mais tu viens de réveiller ma voix. » La lettre, je l'avais glissée dans mon sac,
mais elles semblaient glisser dans ma chair. Chaque pas que je faisais résonnait avec ces mots, représentant légal, désignation, signature. Ils tournaient dans ma tête comme un essaim de guêpes. J'arrivais devant la pharmacie, non pas pour acheter quelque chose, mais parce que c'était le seul endroit du quartier, avec un banc, où je pouvais m'asseoir sans attirer l'attention. Je restais là un long moment, les mains serrées autour de mon sac, la lettre brûlant contre mon cœur. Une vieille femme passa devant moi, un cabas à la main, et me salua poliment. Je ne répondis pas. J'étais ailleurs, dans un endroit sombre, confus, mais où une lumière apparaissait au loin, une lumière dure, déterminée, qui ressemblait à un réveil. Je restai assise jusqu'à ce que le froid me traverse les os. Puis je me suis levée, lentement, comme si chaque mouvement demandait une permission nouvelle. Et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je voyais la signature falsifiée chaque fois que je fermais les yeux. Je la voyais comme une gifle, comme une marque, comme un pas de plus qu'elle osait franchir. Je me levais, allais jusqu'à la cuisine, me servis un verre d'eau, je tremblais. Je me sentais vieille, vraiment vieille. Pas parce que j'avais 76 ans, mais parce qu'on venait de me voler quelque chose d'essentiel. La confiance en ma propre mémoire, en ma parole, en ma capacité. Je m'assis au bout de la table. Le tissu de la nappe me brûlait les doigts. Je posai la lettre devant moi. Je la relus encore. Et encore. Puis, doucement, très doucement, comme si j'écrivais dans un journal intime, je sortis mon carnet bleu et j'inscrivis. Claire a signé à ma place. Je ne suis pas folle. Je me souviens, je n'ai rien demandé. J'ai écrit lentement. Chaque mot comme un clou planté dans une planche. Chaque phrase comme un retour à moi-même. Puis j'ai continué. Elle contrôle mes appels. Elle vérifie mes ordonnances. Elle filtre mes conversations. Elle déplace mes affaires. Elle parle en mon nom. Elle m'a coupé le téléphone. Elle veut devenir ma représentante légale. En relisant ces lignes, j'ai eu un choc. Écrit noir sur blanc, cela ressemblait à une prise de contrôle progressive. Une emprise douce, lente, habile. Mais une emprise tout de même. Je posai mon stylo, je fermai les yeux, la colère monta en moi, mais une colère contenue, froide, analytique. Celle qui précède les décisions importantes. Je restai longtemps ainsi, à écouter le tic-tac de l'horloge de cuisine, à respirer, à laisser le silence faire son travail. Quand j'ouvris les yeux, quelque chose avait changé. Je n'étais plus une vieille femme perdue. J'étais une femme lucide, en train d'assembler les pièces d'un puzzle qu'on avait voulu me cacher. Le lendemain matin, je filai chez le médecin. Pas pour une consultation. Pour un certificat, je demandai un rendez-vous d'urgence. On me reçut. Le médecin me regarda longuement, pendant que je lui expliquais la situation d'une voix douce, posée, mais ferme. « Vous voulez que je rédige une attestation de capacité ? » ?»« Oui. » Il réfléchit, puis hocha la tête. « Madeleine, vous êtes parfaitement lucide. J'en témoignerai sans problème. C'est même nécessaire si quelqu'un a déposé une demande en votre nom. Je peux aussi vous recommander un notaire spécialisé. » Je sentis mes épaules se détendre. Une petite partie de moi revenait. Je sortis du cabinet médical, avec un document plié dans mon sac, certificat attestant de ma pleine capacité mentale et décisionnelle. Je me sentais presque légère, mais la journée n'était pas terminée. Je pris un bus, puis un autre. Je descendis devant un immeuble sobre, aux murs beige clair. Sur la plaque dorée, on pouvait lire « Maître Fresneau notaire ». Je n'avais pas pris rendez-vous. J'attendis. 1 demi-heure. 1 heure. Quand on me reçut enfin, j'entrai avec la même lenteur que l'on entre dans un tribunal intérieur. Je posai la lettre sur la table. Le notaire la lut attentivement. Puis il releva la tête. « Madame Martin, ce document est illégal. Personne ne peut se déclarer représentant légal pour vous sans votre consentement écrit et vérifié. Et la signature est manifestement imitée. » Je baissai les yeux. Une larme silencieuse tomba sur ma main. « On peut faire quelque chose ?» Il hocha la tête. « Oui, nous allons annuler toute démarche. Vous allez établir un nouveau dossier, un nouveau testament, si vous le souhaitez. Et surtout, vous allez reprendre contrôle de vos papiers, de vos comptes, de votre maison. » Ma maison. Je n'avais même pas réalisé que cela faisait partie de ce qu'elle visait. Le notaire continua. « Mais soyez discrète. Ce genre de personne s'affole quand elle sent que sa prise glisse.
Je restais immobile. Ces mots résonnaient profondément en moi. Il ajouta, « Vous n'avez pas besoin de crier, Madame Martin. La loi est de votre côté. » Je murmurai, « Je ne crierai pas. Je ne crie jamais. » Il sourit. « Alors vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. » Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je n'étais pas la même femme qui, la veille, tremblait devant une lettre administrative. Je portais dans mon sac un certificat de capacité, un début de dossier, les conseils d'un notaire, la vérité écrite dans mon carnet, et une colère calme, lucide, sans panique. Dans ma cuisine, j'ai déposé le sac sur la table. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet, et j'ai écrit. Elle a coupé mon téléphone. Elle a tenté de couper ma voix. Elle ne coupera pas ma justice. Puis j'ai ajouté, je n'ai pas peur, pas aujourd'hui. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pas longtemps, mais profondément, avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La maîtrise. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de nouveau naquit en moi. Non pas une violence, non pas une révolte bruyante, mais une clarté, une lucidité froide, presque méthodique, comme si ma vie entière s'était resserrée sur une seule idée, reprendre ma place. Je commençais par le plus important, la banque. Je pris un taxi, sans prévenir personne. Il faisait froid ce matin-là, mais je marchais vite. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de détermination. L'intérieur de l'agence était silencieux, feutré. Ma conseillère, Nadia, m'accueillit avec son sourire professionnel. « Madame Martin, vous allez bien? J'ai besoin de revoir tous mes comptes. Aujourd'hui, maintenant. » Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle m'invita dans son bureau. J'ouvris mon sac, posai la lettre falsifiée devant elle. Elle la lut 2 fois. Puis elle releva les yeux vers moi, les sourcils froncés. « Cette signature n'est pas la vôtre. » « Non. » Elle posa la lettre sur la table, inspira profondément. « Je vais immédiatement retirer tous les accès externes. Il n'y aura plus personne entre vous et vos comptes. Ni procuration, ni alerte partagée, ni demande extérieure. C'est clair? » Je sentis quelque chose se dénouer dans ma poitrine. « Merci, Nadia. » Elle continua, avec une douceur presque maternelle. « Vous savez, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Les personnes vulnérables, on essaye parfois de les entourer trop fort, jusqu'à les étouffer. Mais vous, Madame Martin, vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes lucide. Lucide. » Le mot me fit étrangement du bien. Nous créâmes un nouveau compte, uniquement à mon nom. Je changeai de carte, de code confidentiel. Je mis en place une double authentification, impossible à gérer par quelqu'un d'autre sans mon accord. Avant de partir, Nadia posa doucement sa main sur la mienne. « Si quelqu'un tente encore une démarche à votre place, appelez-moi directement, même le week-end. » Je sortis de l'agence un peu plus droite qu'en y entrant. L'étape suivante fut le notaire. Maître Fresneau m'attendait. Il avait déjà préparé un dossier pour moi, avec un sérieux presque militaire. Il posa devant moi plusieurs documents. « Nous allons établir un testament clair, précis, blindé juridiquement. Nous pouvons aussi inclure une clause confirmant que toute désignation d'un représentant légal doit se faire en votre présence physique, avec signature certifiée. » Je hochai la tête. « Je veux que personne ne puisse parler en mon nom. » Il ajusta ses lunettes. « Alors nous renforcerons également la propriété de votre maison. Personne ne pourra la vendre, la louer, ni en modifier la gestion sans votre accord signé en face de moi. » Je sentis une chaleur étrange envahir mes yeux. De la gratitude, de la dignité retrouvée. Il ajouta, d'une voix douce, « Madame Martin, vous êtes loin d'être dépassée. Vous avez simplement fait confiance trop longtemps à quelqu'un qui n'en était pas digne. » Je signai. Chaque signature était un coup de scalpel, une coupure nette avec l'emprise. Avant de partir, il me tendit une enveloppe scellée. « Gardez-la. C'est votre copie personnelle. Rangez-la dans un endroit où personne ne mettra la main sans votre autorisation. » Je souris. Claire ne touchera plus jamais à mes papiers. Ensuite, je fis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour. J'allais consulter une avocate. Maître Delmas, une femme jeune, vive, qui écoutait avec une attention presque douloureuse. Je lui racontais tout, sans pathos, sans exagération, avec cette précision que donnent les humiliations accumulées. Elle prit des notes, beaucoup de notes,
À la fin, elle dit simplement « Votre belle-fille tente de vous isoler pour mieux vous contrôler. » Couper les communications, c'est l'étape numéro 1 dans les schémas d'emprise. Je n'étais pas surprise, mais entendre ces mots me fit l'effet d'un diagnostic. Mais vous avez réagi à temps, Madame Martin. Vous avez le certificat médical, la lettre falsifiée, votre journal, vos démarches bancaires et notariales. Vous êtes protégée. Je sentis mes épaules s'abaisser. Je n'avais pas réalisé combien elles étaient contractées depuis des mois. Et maintenant, demandai-je. Elle sourit, un sourire calme, sûr. Maintenant, vous devenez silencieuse, très silencieuse. Vous la laissez croire que tout continue comme avant. Je restai interdite. Elle précisa. Les personnes comme Claire s'agitent quand elles sentent le contrôle leur échapper. Laissez-la s'agiter. Elle révélera tout. Elle s'exposera. Vous restez droite, impeccable, légale. Je murmurai. Je peux faire ça. Le silence, je sais faire. Elle se leva, me serra la main. C'est votre arme, Madame Martin. Et elle est redoutable. En rentrant chez moi, j'eus presque envie de rire. Pas un rire de joie, pas un rire de vengeance. Un rire de soulagement, d'avoir enfin repris le contrôle. Claire revint ce soir-là, comme toujours, sans prévenir. Elle entra avec un sourire trop large, trop doux. « Alors, Madeleine, tu as passé une bonne journée? Tu n'as pas eu besoin de ton téléphone, j'espère ?» Je la regardais. Je souris, un sourire très léger, très calme. J'ai fait un peu de tri, rien de plus. Elle ne vit rien, elle ne sentit rien, elle ne comprit pas, parce que ce soir-là, le piège était déjà posé. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. Le lendemain matin, Claire arriva plus tôt que d'habitude, trop tôt, comme si quelque chose la démangeait, comme si son instinct avait senti confusément que le terrain lui échappait. Elle entra sans frapper, encore une fois. « Madeleine, je suis là, tu dormais encore ?» Je me tenais dans la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains. Je ne répondis pas tout de suite. Je savourais ce moment. Elle parlait, moi je me taisais. Elle croyait contrôler la scène, mais le décor avait changé. Claire posa son sac sur la table et en tira une chemise beige. La fameuse chemise. Je la reconnus immédiatement. Les documents falsifiés étaient dedans. Elle s'assit devant moi avec un sourire mielleux. « Je vais t'expliquer ce que tu dois signer aujourd'hui. Ça va simplifier tellement de choses. » Simplifier. Toujours ce mot. Elle ouvrit la chemise. Le bruit du carton frottant contre la table résonna comme une alerte. À l'intérieur, une demande de procuration bancaire élargie, une autorisation de gestion patrimoniale et un formulaire pour que je lui délègue la réception de tous mes courriers. Elle se racla la gorge, prit un air solennel. « Madeleine, tu dois comprendre. On ne peut plus continuer comme ça. Tu te fatigues pour rien. Laisse-moi prendre les choses en main. » Je m'assis en silence. Elle posa un stylo devant moi. « Tu signes ici, et là. » Je regardais les lignes, les cases, les espaces vides où ma signature devrait se poser. Puis j'ai prononcé une phrase courte. « Non ?» Elle cligna des yeux, comme si elle n'avait pas entendu. « Comment ça, non ?» Je ne signe rien. Un silence tomba. Lourd, épais, un silence qui ne ressemblait plus au sien, un silence qui lui échappait totalement. Elle posa ses deux mains sur la table. « Madeleine, ce n'est pas le moment de faire ta têtue. Tu oublies des choses, tu te mélanges. Je fais tout ça pour... Ce n'est pas moi qui me mélange. » Elle se figea. Je poursuivis, d'une voix posée. « Tu as signé à ma place. Tu as falsifié un document administratif. Tu as coupé mon téléphone. Tu as filtré mes appels. Tu as essayé de devenir ma représentante sans mon consentement. Ça suffit maintenant. » Assez. Le visage de Claire changea. Il se fissura. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas à ce ton-là. Pas à cette liste précise, articulée, méthodique. « Madeleine, enfin, ne dramatise pas. Je fais tout pour t'aider. » J'ouvris doucement mon sac. Je sortis. Le certificat médical attestant de ma pleine capacité, la lettre falsifiée, les documents du notaire, la copie de mon Nouveau Testament et mon carnet. Je les posais un à un, lentement, comme une mise en scène parfaitement orchestrée. La chemise beige, elle,
resta ouverte devant elle, comme une bouche prête à avaler sa propre langue. Claire pâlit. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'avais plus besoin de répondre. Parce que, ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. C'était Hugo. Il entra, le regard déjà chargé d'inquiétude. Il avait reçu mon message, un seul message. Cours, Claire, viens. Tout de suite. Il vit la chemise beige. Il vit les papiers devant moi. Il vit l'expression de Claire. Et dans ses yeux, je vis la vérité se connecter, s'articuler, se réveiller. Maman, qu'est-ce qu'elle t'a fait signer? Claire bondit presque de sa chaise. Rien. Elle invente. C'est elle qui ne comprend plus. Elle m'accuse alors que je fais tout pour elle. Hugo la regarda, longuement, silencieusement. Puis il prit la lettre falsifiée. Il la déplia, il lut. Le silence devint une lame. Claire, cette signature, ce n'est pas celle de maman. Elle bafouilla. Elle me l'a dictée. Elle ne s'en souvient plus. Elle devient confuse. Je restai immobile. Puis je prononçai calmement. J'ai un certificat médical, un nouveau notaire, un avocat, une nouvelle banque, et un dossier complet sur ce que tu as tenté. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Hugo posa la lettre, la regarda avec une tristesse immense. Tu as essayé de prendre le contrôle de sa vie, derrière mon dos? Elle fit un pas vers lui. Hugo, écoute-moi. Tu ne comprends pas. Dis-moi juste la vérité. Tu as falsifié sa signature? Elle recula. Ses lèvres tremblaient. Je voulais juste protéger tout le monde. Mais même elle n'y croyait plus. Je restais silencieuse, imperturbable. Je regardais la scène comme on regarde une pièce de théâtre dont on connaît déjà la fin. Hugo baissa la tête. Quand il la releva, sa voix ne tremblait plus. Claire, tu sors. Maintenant. Elle resta figée. Puis, d'un geste brusque, elle attrapa son sac, ses papiers, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna vers moi, les yeux pleins de rage. Tu paieras pour ça, Madeleine. Tu n'es pas celle que tu crois. Je répondis enfin, d'une voix douce, presque tendre. Non, Claire. C'est toi qui n'es pas celle que tu faisais croire. Elle claqua la porte. Le silence qui suivit n'était plus un silence imposé. C'était un silence rendu. Un silence qui me rendait ma place. Ma voix. Ma vie. Hugo s'assit, les coudes sur la table, les mains tremblantes. Maman, je suis désolée. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien compris. Je posai ma main sur la sienne. Tu vois, mon grand, c'est quand on coupe la voix d'une femme qu'elle apprend à parler autrement. Par la loi, par la vérité, par le silence. Le piège s'était refermé. Pas sur moi, sur elle. Les heures qui suivirent son départ furent étrangement silencieuses. Pas un silence lourd, menaçant, non. Un silence, vivant, comme si ma maison avait retenu son souffle depuis des mois, et qu'enfin elle pouvait respirer. Je passai une main sur la table de cuisine. Elle était tiède sous mes doigts, éclairée par le soleil de fin de matinée. Même la lumière avait changé. Elle n'entrait plus timidement, comme si elle craignait de déranger quelqu'un. Elle se posait partout, libre. Hugo restait assis, immobile, les yeux perdus. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Il se contentait de respirer, comme un homme qui vient de découvrir qu'il vivait dans un mensonge. Après un long moment, il murmura « Comment j'ai pu laisser ça arriver ?» Je posai doucement ma main sur sa manche, parce qu'elle a commencé par s'occuper de toi, puis de moi, puis de nous deux. Elle a fermé les portes une par une, sans que tu t'en rendes compte. Ce sont les gens comme elle qui s'infiltrent dans les silences, jamais dans les conflits. Il baissa la tête. Sa voix se brisa. Je me sens coupable. Je secouai la tête. Non, la culpabilité, c'est ce qui nourrit encore leur pouvoir. Tu t'es réveillé. Et ça suffit. Il hocha la tête, mais je sentais qu'il avait besoin de temps pour accepter les choses. Il se leva, m'embrassa sur la joue. Je repasse demain. Tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. Et, maman? Oui? Il déglutit. Je suis fière de toi. Je n'avais jamais vu à quel point tu pouvais être forte. Je souris. Ce n'était pas un compliment. C'était une réparation. Les jours suivants furent un chaos auquel je n'ai pas participé, mais dont les échos parvenaient jusqu'à moi comme une rumeur lointaine. Claire avait quitté leur appartement.
Elle était partie chez sa sœur, une femme au regard acéré que je n'avais jamais apprécié. On disait qu'elle avait hurlé pendant 1 heure entière, accusant Hugo de trahison. « Tu préfères ta mère à moi. Tu préfères une vieille sénile à ta femme. » Elle avait cassé 2 verres, renversé une plante, jeté un coussin par la fenêtre presque théâtrale. Sa famille à lui, ses amis, les voisins, tous savaient qu'il se passait quelque chose. Les rumeurs allaient vite, certaines exagérées, d'autres proches de la vérité. On disait qu'elle avait falsifié un papier, qu'elle voulait prendre la maison, qu'elle parlait en mon nom, qu'elle m'avait coupé le téléphone, qu'elle contrôlait tout. Je restais en retrait. Je ne démentais rien, mais je ne confirmais rien non plus. Je me contentais d'être là, présente, stable, silencieuse. Les manipulateurs se nourrissent du bruit. Le silence les tue. Un matin, Béatrice, une voisine qui avait le goût du drame, frappa chez moi. « Madeleine, tu as entendu ? On dit que Claire a fait une crise devant la mairie. Une vraie scène. Elle aurait crié que tu l'as fait passer pour une criminelle. » Je restais imperturbable. Je savais comment fonctionnent les personnalités comme elle. Lorsque le masque tombe, elles se débattent pour tenter d'en recoller un morceau. « Béatrice, laisse-les parler. Le temps fait mieux que nous. » Elle me regarda, bouche bée. « Tu es incroyablement calme. » Le calme, c'est ce qu'on retrouve quand on a cessé d'avoir peur. Elle baissa les yeux, presque honteuse d'avoir voulu me secouer avec ces nouvelles. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, Anne ?» Je lui souris. « Je le ferai. Merci. » Quand elle partit, je refermai la porte en douceur. Je restai quelques secondes à regarder le bois. Cette maison, combien de regards indiscrets avaient tenté d'en percer les secrets? Combien de pas avaient violé son intimité sous prétexte d'aide? Elle était à moi seule. Et ce constat me donnait un ancrage que je n'avais plus eu depuis longtemps. Les tensions continuaient de monter chez Hugo. Il venait souvent, parfois seulement pour s'asseoir dans mon salon sans un mot. Sa présence seule était une forme de réparation. Un soir, il arriva tard, les traits tirés. Ils ont appelé mes frères, mes cousins, même des collègues. Elle leur dit que tu l'as piégé, que tu l'as manipulé, que c'est toi la toxique, que tu veux détruire notre couple. Je restais immobile. Je savais que ce moment viendrait. « Et toi ?» demandai-je. « Qu'est-ce que tu réponds ?» Il soupira. « Rien. Parce que si je parle, elle t'accuse encore plus. Si je me tais, elle hurle. Je ne sais plus quoi faire. » Je posai une main sur son épaule. « Tu n'as rien à faire, Hugo. Le mensonge finira par se consumer lui-même. Il faut juste attendre et être droit. Toi, pas elle, pas eux. Toi. » Il ferma les yeux. Je sentis les larmes qu'il retenait. « Elle disait que tu étais confuse, maman. Mais c'est elle qui se noie dans ses propres histoires. » Je murmurai. « Je sais, mon grand. Je suis désolée. Pour tout. Tu n'as pas à l'être. Tu vois clair maintenant. C'est tout ce qui compte. » Et puis il y eut ce coup de fil. Pas chez moi, chez Hugo. C'était la police. Claire avait tenté de déposer une plainte contre moi pour manipulation et diffamation. Une plainte ridicule, incohérente, incomplète. Le fonctionnaire avait demandé des preuves. Elle n'en avait aucune. Rien. Sinon des accusations contradictoires. Quand Hugo me raconta cela, je restai silencieuse un moment. Puis je dis, « Voilà. Elle s'effondre. Toute seule. Elle n'a plus besoin de moi pour tomber. » Il me regarda avec une sorte d'étonnement respectueux. « Maman, comment tu fais? Comment tu restes aussi calme? » Je souris. Parce que ce n'est pas une victoire contre elle. C'est une victoire contre la peur. Et la peur, je l'ai combattue toute ma vie. Elle ne me fera plus jamais plier. Il hocha la tête, ému. « Je crois que je commence seulement à comprendre qui tu es vraiment. » Je ris doucement. « Je suis ta mère. Pas plus, pas moins. Et j'ai encore des choses à dire. » Même si elle a coupé mon téléphone, ma voix n'a jamais été dans un appareil. Elle est ici, et tu l'entends enfin. Les semaines passèrent. Claire s'éloigna. Elle ne tenta plus de revenir. Elle ne pouvait plus. J'appris plus tard qu'elle avait quitté la ville, et qu'elle parlait encore de moi, mais comme on parle d'un fantôme qu'on n'arrive pas à oublier. Moi, je ne parlais plus d'elle, ni en bien, ni en mal. Je laissais la poussière tomber à sa place. Car parfois, le plus grand triomphe n'est pas d'abattre l'ennemi, c'est de ne plus le porter en soi.
Je regardais ma maison, mon jardin, mes papiers rangés dans des pochettes propres. Je me regardais dans le miroir. Je n'avais pas rajeuni. Je n'avais pas changé de vie. Mais j'avais repris ma chair, mon nom, ma voix. Et c'était assez. Plus qu'assez. Lorsque Claire quitta définitivement nos vies, un vide étrange s'installa. Pas un vide douloureux. Un vide, neuf, un espace ouvert, comme une pièce dont on a enfin enlevé les meubles trop lourds. L'air circulait différemment dans ma maison. Il semblait plus léger, plus calme, presque parfumé. Et, à ma grande surprise, c'est dans ce vide-là que je me suis retrouvée. Les premiers jours furent simples. Je me levais tôt, sans raison particulière, et j'ouvrais les volets en écoutant le chant lointain des oiseaux. Je préparais du café juste pour moi, sans qu'on m'en fasse la remarque. Je laissais traîner un livre sur la table, un tricot sur le fauteuil, un bol dans l'évier, rien que mes gestes, mes traces, mon rythme. Je respirais autrement, je marchais autrement, je pensais autrement. Il n'y avait plus cette ombre derrière moi, plus cette voix qui disait « Tu vas te mélanger, tu n'es plus capable. Laisse, je gère ». Le silence n'était plus une punition. Il était un territoire retrouvé. Mais très vite, j'ai compris que ma maison, aussi belle soit-elle, n'était plus suffisante pour contenir ma nouvelle liberté. J'avais besoin de voir autre chose, de marcher ailleurs, de sentir un autre air que celui, trop familier, de mes murs. Alors un matin, j'ai pris mon sac, une écharpe, et je suis sortie. Direction, la mer. Ce n'était pas prévu, pas anticipé. J'ai agi comme on agit à 20 ans, sans demander l'avis de personne. J'ai pris le bus, puis un train, puis un autre bus, jusqu'à un petit village côtier que j'aimais autrefois, mais où je n'avais plus mis les pieds depuis la mort d'Antoine. Quand je suis descendue du bus, j'ai senti le vent salé balayer mes cheveux. La mer était là, immense, scintillante sous le soleil, avec cette odeur d'iode et de liberté qui semble entrer dans les poumons pour nettoyer l'âme. Je me suis arrêtée un moment. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'air marin me traverser. C'était comme renaître. J'ai marché le long de la plage, mes pas s'enfonçaient doucement dans le sable humide. Le bruit des vagues frappait les rochers avec une régularité presque hypnotique. C'était un battement, un pouls. Je me suis assise sur un banc face à la mer. J'ai ouvert mon carnet, celui où j'avais consigné la vérité, la peur, l'humiliation, la résistance. Il y avait encore quelques pages blanches. J'ai écrit « Je ne reconstruis rien. Je me retrouve ». Une phrase simple, mais vraie. Claire n'avait pas détruit ma vie. Elle avait seulement recouvert mes certitudes d'une couche de doute. Il suffisait de gratter, de retrouver la femme que j'étais, la femme que j'avais toujours été. À 76 ans, je n'avais pas dit mon dernier mot. Je louais une petite chambre dans une maison d'hôte tenue par une femme douce, Catherine. Elle avait à peu près mon âge, être un peu plus jeune, cheveux gris tirés en chignon, parfum léger, rire franc. Elle me parla peu, elle avait cette délicatesse, des gens qui sentent qu'on ne vient pas chercher la compagnie, mais le calme. « Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là », dit-elle simplement. Je hochai la tête. C'était suffisant. Les jours suivants, je me suis offert le luxe que je n'avais plus connu depuis des années. Ne rien faire. Je marchais jusqu'au phare. Je m'asseyais à la terrasse d'un petit café où le serveur finissait par deviner ce que je voulais. Un thé citron, très chaud. J'écoutais les conversations autour de moi, deux grands-mères qui comparaient leurs douleurs articulaires, un couple qui se disputait à voix basse, des pêcheurs qui riaient fort. La vie, simple, loin du contrôle, loin des jugements, loin de l'emprise. Parfois, je parlais avec Catherine, quelques phrases, pas plus. Un soir, elle me dit « Vous avez l'air d'avoir posé un poids, Madeleine. On voit ça tout de suite chez les femmes. » Je souris doucement. J'ai posé une chaîne. Ça fait un bruit étrange. Celui de la liberté. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Un matin, alors que je marchais près du port, un homme promenait un chien. Un grand labrador noir, joueur, joyeux, qui faillit renverser ma canne. Son maître s'excusa. « Oh, pardon. Il est encore jeune, il tire sur tout ce qui bouge. » Je ris, un rire vrai que je ne m'étais pas entendu faire depuis longtemps. Ce n'est rien. J'ai connu pire que des labradors enthousiastes. Il rit aussi. Je ne connaissais pas son nom, François. Je l'apprendrai plus tard, mais il avait ce regard tranquille des hommes qui ne forcent rien.
Nous bavardâmes quelques minutes, rien de personnel, rien de profond, mais c'était agréable. Une conversation légère, sans arrière-pensée. Un échange gratuit. En rentrant, je me surpris à sourire seul. Être que la vie, après tout, n'était pas finie pour moi. Et cela n'avait rien à voir avec les hommes. C'était simplement la preuve que je pouvais encore susciter quelque chose. Un sourire, une attention, un intérêt, une présence. Je n'étais pas invisible. Je ne l'avais jamais été. On m'avait simplement fait croire que je l'étais. Le dernier soir, je me suis couché tôt. La fenêtre ouverte laissait entrer la brise marine. J'écoutais le bruit des vagues. Je sentais mes muscles détendus, cette détente rare des femmes qui ont cessé de se défendre. Je pensais à Hugo, à notre relation retrouvée fragile encore, mais vraie, à ses excuses, à ses silences, à sa fierté nouvelle dans sa façon de me regarder. Je pensais aussi à Claire, et je fus étonnée de sentir, et rien, ni colère, ni rancune, ni satisfaction, rien. Ce rien-là n'était pas une indifférence, c'était la paix. La vraie, je n'avais pas gagné contre elle. Je m'étais retrouvée moi, et cela suffisait à tout effacer. Le lendemain, avant de quitter le village, je marchais encore une fois jusqu'à la mer. Il faisait gris, mais le ciel avait cette douceur laiteuse qui apaise l'esprit. Je murmurais, « Madeleine, tu es encore vivante, tu es encore debout, tu peux encore aimer, tu peux encore choisir. » Puis je me retournais, prête à rentrer chez moi, pas pour redevenir celle que j'étais, mais pour vivre enfin celle que j'avais redevenue. Le bonheur n'était pas un pays lointain, il était là, dans ma main, dans ma tête, dans mon silence, un silence que je n'avais plus besoin de craindre, un silence qui m'appartenait. Je suis rentrée chez moi un jeudi soir. Le train serpentait entre les plaines, les villages, les champs dénudés. Je regardais le paysage défiler, comme on regarde les souvenirs qu'on laisse derrière soi, avec une douceur étrange, un mélange de gratitude et de distance. Quand je descendis du train, la lumière du soir tombait doucement sur le quai. J'avais l'impression d'être partie un mois entier, alors que cela ne faisait qu'une semaine. Mais une semaine suffit parfois à reconstruire une colonne vertébrale intérieure. Hugo m'attendait. Il sourit en me voyant, un sourire timide, comme celui d'un garçon qui retrouve sa mère après l'avoir longtemps négligée. « Ça t'a fait du bien ?» ?»« Oui, plus que je ne l'imaginais. » Il prit ma valise. Nous marchâmes côte à côte vers la voiture. Je sentais dans ses gestes une attention nouvelle, pas celle d'un fils coupable, mais celle d'un fils qui apprend enfin à regarder sa mère autrement. Non comme une charge, non comme une habitude, mais comme une personne complète. Dans la voiture, il resta silencieux, mais un silence doux, partagé. Quand il me déposa devant la maison, il dit « Je vais être plus présent désormais. Si tu veux de moi, bien sûr. » Je lui répondis en souriant « Je veux de toi, Hugo. Mais je ne veux plus que tu te sentes redevable. Sois simplement là. » C'est tout. Il hocha la tête, les yeux un peu brillants. « Alors je serai là. » Il m'embrassa sur le front avant de partir. Je restai quelques secondes devant la porte de ma maison, à la regarder comme si je la voyais pour la première fois. À l'intérieur, tout était à sa place. Ma chaise, mes livres, mes papiers bien rangés dans la pochette bleue que m'avait donnée le notaire. Le calme semblait m'accueillir. Je déposai ma valise, enlevai mon manteau et restai un instant debout au milieu du salon. Je respirais profondément. Je n'avais plus peur, ni d'être envahi, ni d'être trahi, ni d'être manipulé. J'avais retrouvé un territoire simple, mais essentiel. Moi. Je fis chauffer de l'eau pour un thé. Les gestes semblaient lents, presque solennels. Je mis la bouilloire sur le feu, et en attendant, j'ouvris la fenêtre. L'air du soir entra, frais et calme. Je m'assis face à la table en bois, la même où Claire avait posé ses papiers pour me les faire signer. La même où elle avait voulu m'enfermer dans une version de moi qui n'existait pas. Une vieille femme confuse, fragile, dépendante. Je posai la main sur le bois, il était froid, mais rassurant. Je murmurai « C'est terminé ». Et pour la première fois, ces mots ne sonnaient pas comme une défaite. Ils sonnaient comme une délivrance. La nuit tomba. Je restai longtemps à regarder par la fenêtre. Les lampadaires éclairaient la rue d'une lueur jaune, presque nostalgique. Une femme promenait son chien. Des jeunes riaient en sortant du café.
Une voiture passait. La vie suivait son cours, indifférente à mes blessures, à mes victoires. Mais je ne m'en plaignais pas. J'avais passé trop d'années à faire de la vie des autres une priorité. Il était temps de faire de la mienne un paysage à contempler, à habiter, à protéger. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui qu'elle avait déplacé pour me faire croire qu'elle avait son mot à dire dans ma maison. Je ne l'ai pas remis exactement où il était avant. Je l'ai mis où je voulais qu'il soit. Un geste simple, mais symbolique. Je restais là, un long moment, les mains posées sur les accoudoirs. Je pensais à Claire. Pas avec haine, pas même avec tristesse. Avec une distance tranquille. Elle n'était plus une menace, ni un sujet. Elle était un chapitre clos. Je pensais à Hugo, à sa démarche penchée, à son air perdu, à son honnêteté maladroite, à cette façon nouvelle qu'il avait de me regarder. Pas avec pitié, avec respect. Je pensais à ma vie, à tout ce que j'avais traversé, à tout ce que j'avais laissé faire, à tout ce que j'avais reconquis. Et une vérité simple s'imposa. Vieillir n'est pas une chute, c'est un tri. On perd ce qui est inutile, on garde ce qui compte, on reprend ce qui nous a été volé. Je me levai lentement, je pris mon carnet bleu, celui de la vérité, et je l'ouvris à la dernière page. Je pris mon stylo, et j'écrivis. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, je n'ai pas humilié, je me suis levée, et cela a suffi. Puis je refermai le carnet, je le rangeai dans le tiroir, à côté de mes papiers officiels. Je me sentais étrangement apaisée, comme si mon cœur, longtemps serré, retrouvait un battement normal. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai passé un peu d'eau fraîche sur mon visage. Dans le miroir, une femme me regardait. Une femme âgée, oui, avec ses rides, ses mains marquées, son dos qui parfois protestait, mais une femme debout, entière, et surtout libre. Je souris à mon reflet. Un sourire vrai. Un sourire que même Claire n'avait jamais réussi à éteindre, seulement à cacher. Puis je suis retournée dans mon salon. Je me suis assise calmement. J'ai laissé la nuit entrer, doucement, sans précipitation. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, un jour, se sont laissées voler leur voix. À celles qui ont cru qu'être silencieuses, c'était être faible. À celles qui ont cru qu'on ne les écouterait jamais. À celles qui ont laissé quelqu'un les éteindre à petit feu. Et je leur ai soufflé. Depuis mon fauteuil, le silence n'est pas toujours une prison. Parfois, c'est une arme, une force, une façon de se tenir droite quand tout vacille. J'ai fermé les yeux, mes mains se sont posées l'une sur l'autre. Je respirais calmement. Et alors, dans la douceur de cette nuit retrouvée, dans la lumière pâle de ma lampe, dans la paix évidente de ma maison rendue à elle-même, j'ai murmuré pour moi, pour les autres, pour celles qu'on n'a jamais entendues. Le silence peut aussi être une forme de justice.